Saint-Laurent, oui, 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 Saint-Laurent, non, 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 Saint-Laurent ne périra pas, ne périra pas. Ce quartier, pour moi, ça a été un peu ma naissance, vous voyez. J'ai toujours cette image quand je passe avec ces lignes électriques, vous savez, qu'il y avait à l'époque, avec les draps aux fenêtres, vous voyez, que les femmes faisaient sécher, il y en a qui le faisaient sécher de l'autre côté parce qu'elles avaient un petit côté jardin. Et ça me plaisait bien, cette ambiance qu'il y avait surtout dans ce quartier. Parce que c'était des familles qui étaient très très gentilles, très agréables, et qui avaient un très bon savoir-vivre, voyez. Je me souviens très bien, comme si c'était hier, de la vie que l'on menait dans ce quartier, qui était une vie et une rue magnifique, voyez. Alors magnifique, alors là, les gens, quand ils étaient aux fenêtres, ils se parlaient ouvertement, parce qu'on ne se dérangeait pas. Elle appelait sa voisine par la fenêtre, voyez, tout ça, et puis c'était, enfin, je ne peux pas vous expliquer tout ça. Parce que c'est, comment dirais-je, il faudrait en faire un film et un roman pour remettre le décor en place, vous voyez, comme il l'était à l'époque, vous voyez. Eh bien, à l'époque, quand on n'avait pas de quoi se nourrir, eh bien, on mangeait l'aquasol, l'eau salée. En italien, l'aquasol, ça veut dire l'eau salée. C'est-à-dire que ma mère nous faisait de l'eau, vous voyez, enfin, elle nous prenait l'eau, elle ne le faisait pas, elle le prenait, l'eau à la fontaine. Et alors à ce moment-là, elle mettait de l'huile, vous voyez, avec du sel dedans. Et puis si on arrivait à avoir une ou deux tomates, elle coupait les tomates, ou des rondelles de citron. Et puis si on avait du pain, très dur bien sûr, puisque le pain était très difficile juste avant la guerre et pendant la guerre, on mettait tous les croûtons de pain dedans, vous voyez. Et ce qui fait qu'on mangeait ça. Et on n'était pas difficile. Les parents n'avaient pas assez d'argent pour nous élever comme il fallait. Mais les parents étaient très sévères, ce qui fait qu'on nous apprenait à vivre comme ça, à la maison, et on avait une autre vie dans le quartier avec les copains. Pour vous dire, on avait droit qu'à une paire de galoches par an, vous voyez. Et mon père, lui, il était menuisier ébéniste, il avait un petit estanco dans la rue, et alors lui, il nous ferrait les chaussures pour pas qu'on les abîme, pour qu'elles fassent toute l'année, vous voyez. Alors nous, bien sûr, quand on était gamin, on glissait avec les chaussures, parce qu'il y avait les gros clous dessous, oui. Vous voyez, mais on faisait quand même attention, parce qu'il y avait rebut de chaussures tous les soirs. Mais notre façon de vivre était différente de celle d'aujourd'hui. Nous, ce qui nous emballait surtout, c'était comment dirais-je, la distraction, l'amusement, se distraire, voyez, oublier qu'on était un peu dans cette misère à l'époque, voyez, parce que c'était bien avant la guerre. Et alors, ce qui fait qu'on s'amusait à plein de petits jeux. Et les parents étaient tranquilles, ils savaient qu'on s'amusait, bon, il n'y a jamais eu de problème, vous voyez, avec un enfant et avec un autre pour les nos parents, parce que les parents nous donnaient le reste. Ah oui. Et oui, alors on ne se plaignait jamais. Vous voyez, avec maintenant, vous avez vu, même à l'école, ils se plaignent, les parents viennent, c'est pas normal ça. Hein, parce qu'entre nous, on n'était pas méchants. On ne pouvait pas être méchants avec les autres, comprenez? Voilà. Alors des fois, on était un peu beau cœur, comme tous les gosses, vous voyez. Bon, mais enfin, sans brutalité, sans méchanceté, sans arrière-pensée, vous voyez. Mais l'histoire du quartier Saint-Laurent, c'est l'histoire des enfants. On avait un livreur l'été avec son cheval, sa carriole, et il livrait des pains de glace donc, dans les bars. Et nous, notre passion, c'était de s'accrocher après sa carriole et de faire tour de Grenoble avec lui. Et les charbonniers, pareil, livraient le charbon avec notre cheval. Et on s'accrochait aussi, pareil, après leur carrière. Les amusements que nous avions, c'était jouer avec des petits capsules de bouteilles, à biche-caboche, vous savez, aux osselets, aux kinés, voilà, des trucs comme ça. Alors il n'y avait pas de WC dans les appartements, c'était dans les montées. Alors il y avait les balais, on allait piquer les balais pour faire des kinés, pour jouer aux kinés. On coupait le balai, alors on coupe sur l'embout, on faisait comme ça, on laissait un petit, on coupait comme ça le tour, on laissait un bout dans le vide, un bout comme ça, puis on tapait, puis on jonglait comme ça, avec un bout de bâton, et puis on lançait, on comptait les points. Qu'est-ce qu'on jouait aussi à but de botte cabotte. On mettait un gars contre un mur, comme ça,
contre le mur, bien adossé, pas qu'il tombe. Puis les autres, ils se mettaient comme ça dessus. Puis, deux, trois autres, ils couraient, ils sautaient dessus. Et puis, il fallait, tout le monde sautait sur le même, et s'est écroulé. Et il recommençait. Cascobotte. On appelle le vodka botte en italien. Ouais, cascobotte, c'est encore atteint. Tu tiens ou tu t'écroules. Nous, on faisait mettre les filles dessous. Ah bah évidemment. Alors tous les vieux du quartier, on les emmerdait. Il fallait qu'on s'occupe. Hein. Alors, l'été, quand les portes étaient ouvertes, on allait chez Cartier, rue Montorge. C'était un magasin de farce et attrape. On achetait des boules puantes et on passait on balançait des boules puantes dans le truc. Ils sortaient tous. Le scandale, ils nous couraient après. Aïe, aïe, aïe. Mais il y en avait des autres de vedette, là. Mais gentils comme tout, hein. Ah ouais. Oh, vous amusez comme des fous, hein. C'était les jeux qu'on avait, ou alors on se battait à la coup d'épée avec des bouts de bois, voyez, ou alors on se faisait des fourches, voyez, pour lancer des cailloux. Alors là, on n'était pas bien sérieux. Alors, et ça, je reconnais que, bon, mais on le faisait pas par méchanceté, on le faisait parce qu'on avait besoin de lancer des pierres, voyez. Ah oui. Mais à réfléchir, il valait mieux encore lancer des pierres sur les vitraux que de les lancer sur les copains, parce que c'était trop dangereux. Un jour, on va débarquer les flics. À l'époque, c'était les hirondelles, ils avaient des grandes capes, les vélos. Ils étaient montés, bravo. Oui, mais ils étaient montés, hein. C'était pas fainéants, les gars. Ils s'étaient montés, ils nous cherchaient partout. Oh, pauvre. Enfin, bon, puis on se faisait du cinéma aussi, on en avait peur, les flics. J'ai commencé à aller voir les films de Laurel et Hardy à partir de l'âge de 3 ans, tout seul. Tout seul. Ça paraît incroyable maintenant, on dirait que c'est pas possible. Mais à 3-4 ans, on était déjà dans les rues, au bout l'hiver, on faisait de l'oubli, quoi. Nous, à l'époque, voyez, on n'avait pas de sous, on allait quand même au cinéma. Ou alors, on arrivait des fois à passer à la resquille. Vous voyez, il y en a un qui rentrait, qui payait, il ouvrait la porte de la sortie et il nous faisait rentrer. Select, le coucou. Voilà, plein d'histoires de gamins comme ça, mais magnifique, magnifique. On a vécu une époque d'enfer. Du chariot et du patin à roulettes sur les quais, il n'y avait pas de bagnole. Alors on montait des chariots, une planche, un trou au milieu de la planche, un écrou, une vis, 2 bouts de bois, et en bout, on taillait les bouts et on mettait les roulements à billes. 4 roulements à billes, une ficelle sur la hanche, ou les pieds. Alors des fois on se montait un frein à main. Un chiodo di ferro, vecchio della meccanica di precisione. Ai bella meccanico chimico, meccanico chimico, meccanico chimico. Ai bella meccanico chimico, meccanico chimico, meccanica. Alors il y a un premier virage, quand on monte. Premier virage à gauche, on monte, et un second virage à droite qui va après au musée Dauphinois. Donc l'hiver, on avait un copain, son père était menuisier, la famille Charles. Et un hiver, il prend l'idée à l'aîné, au fils Charles, avec plusieurs copains, mais ils avaient 5-6 ans de plus que nous, de construire un bob. Et un bob, hein, Bobsleigh. en bois. Un truc qui faisait une tonne. Alors le soir, pour que ça glisse mieux, on montait tous avec des bouteilles d'eau et on gelait la route. Putain, le scandale que ça faisait dans le quartier. Tout le monde se demandait comment ça se fait que c'était gelé comme ça, quoi. Et un jour, je me rappellerai toujours un étudiant, parce qu'il y a une maison d'étudiants, un étudiant qui montait avec une charrette. Il avait ses bagages, je ne sais pas ce qu'il avait le temps, et Toto, il arrive, il monte. Et moi j'étais sur là où on passe pour aller dans cet immeuble qui est en haut, là, qui En haut, descend oui, chez le nous, passage, oui. moi j'étais posté là. Et je vois le gars qui arrive, je lui dis attention, là, il faut vous tirer parce qu'il y a un bob qui descend, il va. Putain, au même moment le bob arrive. Il n'a pas pu s'arrêter, la charrette, on est éclaté. On a fait ces conneries. Ou alors on pêchait. Alors on pêchait, on avait des crochets comme ça en ferraille, des gros crochets, des grandes ficelles. On balançait les crochets comme ça, puis on ramenait. Et on pensait nous ramener des fois un poisson, si on est taille.
Et on se prenait des fois dans des ressorts de lit, des machins. Et un coup, je suis passé à la vaille. Oh, t'as combien il faut. Et à Raveau aussi, dans les cabanes qu'on a montées. Et une fois, on a fait la guerre, là, avec la rue Saint-Lô. Là-haut. Là-haut, où il y a les casemates, là, avant la porte. Je ne sais pas si ils sont toujours, ces Oui, casemates. oui, oui, toujours. Ils sont toujours. On s'était donné rendez-vous, et on s'était mesuré, donc, avec les gens de la rue Saint-Laurent. Alors nous, on était enfermés dans les casemates, eux, ils étaient à l'extérieur, ils se planquaient, et dès qu'on envoyait un, on leur dans ce pierre. Et j'ai un copain, il s'est pris une pierre là, ça a mis tout le monde d'accord. Ah ouais. On avait des chefs, vous voyez. Alors on avait chacun son chef. Hein. Vous vous souvenez des noms? Ah ben Zéza, par exemple, c'était le chef de la bande. Il y avait son second, Baltino, vous voyez. On se battait. Alors on se déclarait la guerre, la Maréchal Mormon, mais nous on était petits contre la rue Saint-Laurent. Alors quand passait rue Saint-Laurent, les gars nous frappaient, mais quand ils venaient ici, on les frappait aussi. Hein. On s'était battu, tout le quartier Saint-Laurent, Quai-Perrière, avec tout ça, contre les quartiers de la Rochenoise, Autre-Trectois, tout ça, vous voyez. On a fait une guerre des gosses, vous voyez, comme dans un film que vous avez vu, mais c'était vraiment différent, hein, nous, la guerre. Hein. On faisait des prisonniers, tout ça, et moi, je me rappelle, j'étais prisonnier, et puis après, j'avais vu passer une femme, je dis, voilà, il y a ma mère qui passe, hein. Alors il faut me délivrer, je m'en vais. Allez, voilà, je suis parti. À l'époque, les jeunes, par gourmandise, allaient chercher des cerises sur le champ des Stolons. C'était le propriétaire, il n'était pas méchant, il savait très bien qu'on y allait, sans méchanceté, c'était pour un peu nous abuser, puis aller voler des cerises. À ce moment-là, bon, ben, on allait toujours s'amuser, on disait au fond de salle, vous voyez, ça veut dire au fond de Saint-Laurent. Maintenant, on dit place Grenette, mais avant, on disait la PG. Vous voyez, on aurait fait un tour à la PG. De la PG, on attendait le dimanche pour se faire propre, pour s'habiller, et on allait faire un tour pour aller draguer un peu les filles. Place Grenette, à la PG. On ne draguait pas les filles du quartier, parce qu'à l'époque, vous savez, les filles étaient très réservées, très retenues à la maison. C'était souvent les garçons qui sortaient, souvent les garçons qui étaient dans la rue, mais très rares les filles, vous voyez. Les enfants obéissaient en gros, parce que les parents étaient très stricts. Et les garçons sortaient plus librement. On était sérieux parce qu'on n'avait pas le droit quand même de les agresser, enfin gentiment bien sûr, hein, parce que le frère il venait nous voir, il disait, dis donc, attention c'est ma soeur, hein, je ne veux pas que tu fasses quelque chose avec. Alors quand on rencontrait une fille pour en revenir, vous voyez, eh ben, on l'a baratinée, on disait, pendant au moins 15 jours avant de lui faire un mimi, de l'embrasser, vous voyez. C'est beau. Qu'aujourd'hui, si vous ne couchez pas tout de suite, eh ben, on dira, bon, hein. Il fallait se fiancer, se marier, puis on ne couchait pas comme ça avec une fille, même pour l'embrasser à l'époque. Parce qu'on était quand même timide, vous voyez, malgré qu'on nous prenait pour des voyous, qui on n'était pas des voyous, vous voyez, parce qu'on avait l'habitude d'avoir une force en nous, vous voyez, une énergie, puisqu'on était très jeunes, et en plus, bon, de tout ça, bon, ben, on ne connaissait pas la peur, on ne connaissait pas tant de choses, vous voyez. La vie était complètement différente que celle d'aujourd'hui, absolument, mais qui était quand même plus saine et plus jolie. Hein. Serafina Salacino raconte sa vie. Elle est arrivée, elle avait 9 ans, elle est arrivée en 22, je crois. Alors ils étaient 7 enfants plus 2 parents, ça faisait 9. Et ils logeaient dans 2 pièces. Elle s'est mariée avec le premier bonhomme qui lui a fait la cour parce qu'elle voulait échapper à la surveillance de ses parents. Et là, elle est mal tombée, elle est tombée avec quelqu'un qui n'a pas été un bon mari, qui était sous la coupe de sa mère, elle était sous la coupe de sa belle-mère. Donc toute une partie de sa vie, elle a vécu à l'Esplanade. Mais ici, dans la rue, elle n'a vécu que dans cet immeuble. Alors c'est une femme de beaucoup de courage et qui a appris toute seule à lire et écrire. Et parce que elle a travaillé, d'ailleurs, elle a commencé à 9 ans, elle est presque pas allée à l'école, elle est allée à l'école des sœurs, et comme elle n'a pas eu assez de temps pour apprendre à lire et à écrire, elle a juste appris sa signature, et ensuite elle a commencé à travailler, elle a porté des lots de gants chez des particuliers
pour faire le travail de couture. C'était un travail de finition plutôt. Finition qui était distribuée parmi les femmes pauvres du quartier. Après ça, elle a travaillé chez le Stucru. Le Stucru qui est près du Drac. Oui. Alors il y a tout un chapitre où elle raconte la condition ouvrière. Et alors, ces filles se levaient à 2h du matin. Elles se levaient à 2h du matin pour préparer le petit déjeuner. Ensuite, elles sont allées accompagnées par le père qui lui commençait son travail à 7h à Bouchaillé, mais il restait dans la rue pour le surveiller au travail. Et juste après la Première Guerre, les magasins qui marchaient bien, il y avait 26 magasins dans la rue Saint-Laurent. Et les maris disaient à leurs femmes, vous n'avez pas besoin de traverser l'Isère. Même les maris, ils surveillaient leurs femmes et disaient, vous n'avez pas besoin de traverser l'Isère, vous avez tout ce qu'il faut ici. Alors, il fallait absolument que les filles arrivent au mariage vierges. Dans le livre, c'est tout à fait clair, et elle a dit, nous n'avons reçu aucune éducation sexuelle, aucune. Je ne savais pas, c'est seulement plus tard, quand j'étais mariée, que j'ai su ces choses-là, mais je ne savais pas comment était fait un homme. Elle dit textuellement, je ne savais pas comment était fait un homme, et quand il y a des enfants qui arrivaient, on ne savait pas pourquoi. On ne savait pas que les enfants venaient parce que les parents s'étaient unis. Mais ça veut dire quand même que la vie a évolué aussi bien à Saint-Laurent qu'à l'Esplanade après la Deuxième Oui, Guerre. la vie a beaucoup évolué parce que quand ils sont arrivés, il y avait beaucoup de commerçants dans la rue. Il y avait tous les commerces dans la rue, mais les propriétaires étaient souvent français. Les Français étaient bricoleurs et les Français ont eu assez rapidement des petites familles. D'accord. Comparé aux autres peuples d'Europe. Ce qui est le plus extraordinaire, si c'était un récit du XVIe siècle ou du XVIIe siècle, on dirait c'est normal, c'était comme ça. Mais ça s'est passé ici, sous mes pieds, et elle est morte en 2004, je crois, l'année après la canicule. L'année d'après, elle est morte, à l'âge de 90 ans. 90 ans quand même de vie. Et quand son mari est mort, elle a repris sa mère avec elle, et j'ai connu la mère, elle est morte à 100 ans. Quand j'ai commencé à lire le journal tous les jours, ça n'a pas plu tellement à mon mari. Il m'a demandé, comment tu sais lire maintenant, et tu ne me l'as pas jamais dit? Comment ça se fait? Tu sais tout, tu ne me demandes plus rien. Je n'ai plus eu besoin de demander, je comprends tout maintenant. Ça lui a fait un peu plaisir, mais pas assez. Très maligne, hein? Tu verras que rien ne sera plus pareil. Plus tard, il a bien vu que je savais me débrouiller pour les médicaments, pour la pharmacie, pour tout. Je trouve que c'est très émouvant. Le dernier chapitre, qui s'appelle « Retour à Saint-Laurent », c'est après la mort de son mari et qu'elle est revenue ici. Elle est très philosophe. Et elle dit qu'elle aurait certainement éduqué ses enfants différemment. La seule fois que j'ai été dansé, c'est vieux ça. Tiens, j'ai été avec le mari à l'Angèle de coiffeuse, à la table ronde nationale. Mais la fille avec qui j'ai dansé, elle est morte. Dommage, ses parents aussi sont morts. Ouais. Ben, on a dansé jusqu'à minuit passé même. On est rentré, ça devait être 5h du matin. J'ai accompagné chez elle, elle habitait au 38 au Saint-Laurent. Et moi j'habitais à 58. Mais ça s'est bien passé. J'en avais été pour la Miss Sourire ce jour-là. Elle a fini 3e. Elle était mignonne comme toute cette femme. Hein. Enfin, cette jeune fille. Tellement longtemps derrière. Enfin, j'ai passé une belle vie, quoi. Et je voudrais que tout le monde passe une belle vie comme je l'ai passée moi. Sans souci. Voilà.